Qu'est-ce qui se joue sur ce 1%? Oui, alors moi je relativiserais les mouvements au mois le mois. Hein. C'est vrai qu'on avait 0,3% sur un an en janvier, 1% en février. Les raisons sont essentiellement assez techniques. Donc vous le disiez, d'abord en février 2025, le prix de l'électricité avait baissé de 15%. C'était un peu la fin de la normalisation post-bouclier tarifaire, etc. Donc on a eu, en fait, quand on comptait l'inflation sur un an, une inflation très faible, en gros, pendant un an. En février 2026, ce point de référence sort de la référence, donc ça remonte. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment de l'inflation énergétique, c'est juste que ça n'a pas baissé autant qu'il y a un an. Et on a aussi un autre effet technique qui est les dates de solde n'étant pas exactement les mêmes d'une année sur l'autre. En gros, en 2026, quand l'INSEE fait ses relevés, il y avait 5 jours de solde en plus en janvier par rapport à 2025. Donc, on a eu des prix qui ont eu l'air beaucoup plus bas en janvier et qui remontent en février, mais c'est simplement que tous les ans, les prix baissent pendant les soldes et remontent pendant les soldes sur le poste habillement, chaussures, etc. Donc, une fois qu'on enlève ces facteurs conjoncturels, en gros, on est sur un rythme d'inflation autour de 1%. On prévoit un peu plus de 1% pour 2026. On a eu 0,9 en moyenne en 2025. Donc, en gros, si on lisse un peu ces variations au mois le mois, on est sur un rythme d'inflation qui est quand même assez faible. Parce que... à part ces facteurs assez temporaires, il y a quelque chose qui est plus structurel, notamment sur les services. On a une inflation sur les services qui a pas mal ralenti et qui reste faible. Et là aussi, en fait, c'est plus, je dirais, l'effet avec retard du fait qu'on a eu une inflation plus faible que tous nos voisins européens pendant la période de crise énergétique, qui fait qu'ensuite, les salaires ont augmenté moins, tout simplement parce que les salaires ont tendance à rattraper l'inflation avec un peu de retard. Mais les salaires, c'est aussi la principale composante du coût des services. Donc en fait, on a ce cercle où on a eu moins d'inflation, donc moins besoin de rattrapage salarial, donc ensuite moins d'inflation sur les services, et ça s'auto-entretient. Donc ça explique une partie, je dirais, au-delà des facteurs temporaires, de pourquoi l'inflation en France est plus faible que chez nos voisins. Alors ça a plutôt des avantages, à la fois en termes de compétitivité. Ouais. Ça veut dire que sans avoir moins de pouvoir d'achat, on a moins de coûts salariaux, parce que on a moins cette course où les salaires et l'inflation se courent après, et donc ça nous permet de gagner en compétitivité par rapport à nos voisins, notamment l'année dernière où en plus l'euro s'est apprécié, ça a permis de contrer un peu les effets de l'appréciation de l'euro. Ça a des avantages aussi pour la consommation, on en parlait avant, les consommateurs sont effectivement un peu rincés de l'épisode d'inflation. Ce qui continue à freiner la consommation, c'était aussi le souvenir de cette inflation élevée. On espère qu'on va pas y retourner, on en a parlé, mais je dirais d'avoir une inflation qui revient à un niveau bas donne aussi confiance pour consommer. Et on a vu d'ailleurs au 4e trimestre le taux d'épargne qui a baissé significativement. Ça fait quand même un moment qu'on l'attend, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le côté plus négatif de ça, c'est que on a une politique monétaire qui est commune au niveau de la zone euro, donc qui est basée sur l'inflation moyenne au niveau de la zone euro. Donc forcément, si on a moins d'inflation que les autres, la politique monétaire est un peu plus restrictive pour nous. C'est le jeu d'une union monétaire. Frédéric Farah, sur cette situation. Oui, mais deux remarques. Ce qui vient d'être dit est très très intéressant dans le sens que c'est tout le problème de la politique monétaire. Enfin, pour le dire, c'est le terme qu'on emploie en anglais, c'est one size fits all, c'est une taille qui convient à tout le monde. Ouais. Mais taille unique. Une taille unique, mais sauf que ça convient pas à tout le monde, et vous venez de le dire très justement. Donc c'est vrai que ça crée quelque chose de plus restrictif. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième remarque. De toutes les façons, là, ce qui est intéressant, c'est de voir, alors peut-être pas là sur ces derniers résultats, mais les prix aussi, c'est en matière alimentaire aussi. Il y a quand même une petite progression. Et ces dernières années aussi, la question des prix alimentaires avait été aussi au cœur des inquiétudes en termes de pouvoir d'achat. Et de toutes les façons, l'inflation n'a pas les mêmes effets dépendant où l'on habite, dépendant de la composition du ménage. Donc qui fait que l'inflation, il faut toujours regarder, là encore, l'aspect micro est important parce que elle ne produit pas les effets de la même manière et sur tout le monde. Et elle n'est pas perçue de la même façon. Elle n'est pas perçue de la même façon, c'est évident. Alors il y a un autre problème aussi, alors qui dévore le pouvoir d'achat des ménages, qui est pour moi une des crises majeures, et qui n'est pas que française, qui est une crise européenne, qui devrait être aussi au cœur des préoccupations de l'Europe et pas seulement de la France, celle du logement, qui est pour moi la crise, une des crises centrales qui affecte l'Union européenne. Même les pouvoirs européens, publics européens s'en emparent. C'est vrai que cette question-là, et c'est vrai que dans le pouvoir d'achat des ménages, évidemment, la part du logement, et pour certains ménages en plus qui sont dans le bas de la distribution, ça a pris une place considérable. Et aussi, ce qui reste aussi important, qu'il ne faut jamais oublier, même si effectivement ces chiffres d'inflation sont plus rassurants, c'est ce qu'on appelle la part qui dévore du pouvoir d'achat. Les abonnements. Les abonnements, les assurances, etc. Donc,
la question du pouvoir d'achat, on n'en est pas sorti. Et alors, juste une petite remarque, mais alors qui n'a rien à voir avec l'inflation. Vous voyez pourquoi c'est difficile de raisonner en européen. Je veux dire pourquoi. Parce que chaque fois qu'il y a des performances économiques, on dit on fait mieux que chez nos voisins. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, nos partenaires européens, sont nos partenaires ou sont nos concurrents ? Et c'est pas la même politique si on les considère comme nos partenaires, et c'est pas la même politique si on les considère comme nos concurrents. Ouais. Et donc, c'est ça toute l'ambiguïté européenne, je dirais pas le problème, l'ambiguïté, c'est que est-ce que on se pense ensemble ou on se pense en compétition les uns avec les autres ? Je laisse ça pour... Ça dépend des dossiers, quoi. Ronan Lemoyle. Je vais dire un mot sur le logement. Je partage à 100% sur le logement. Il y a eu, à mon avis, une grosse erreur qui a été de penser que post-Covid, les prix allaient s'ajuster, que tout ça allait rentrer dans l'ordre, alors que les coûts des matières premières avaient fortement augmenté, que les promoteurs disaient que plus jamais ils arrivaient à produire au même prix. Et donc, il n'y avait pas d'investisseurs pour venir investir sur ces sujets parce que les taux de rendement étaient trop faibles. Donc, ça a été, à mon avis, ne pas soutenir le logement en ce moment-là et le faire avec beaucoup de retard, beaucoup de retard quand on sait les cycles. Angle mort complet. Hein. Oui, et quand on sait que ce cycle-là est hyper long, par définition, ça a été une grosse erreur. D'un mot. Après, sur l'inflation, moi, je pense effectivement que quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Quand on regarde au niveau européen, on se porte plutôt pas mal. Et effectivement, l'inflation autour de 1%, c'est pas vraiment le sujet. Moi, je pense que ce qui est vraiment potentiellement préjudiciable, c'est la voix de la France. C'est-à-dire qu'être capable de porter un discours, alors bien sûr pas d'influencer trop fortement, mais quelque part autour de la politique monétaire, sans influencer la BCE qui est indépendante par définition, c'est jouable quand on est crédible. Or aujourd'hui, je pense que la France, elle a un vrai sujet, par ses finances publiques, de crédibilité quand elle veut s'exprimer. C'est-à-dire qu'elle est plutôt un bon élève en termes d'inflation, mais si elle veut pousser un certain nombre de sujets, à mon avis, on ne va pas longtemps l'écouter. Je parlais des eurobonds tout à l'heure, c'est un bon exemple. Le raisonnement sous-jacent, c'est de dire, faites d'abord le ménage chez vous, quand ce sera propre, peut-être qu'on pourra mutualiser un peu notre dette. Et en fait, c'est ça que je crains surtout. C'est pas tellement l'inflation, elle n'est pas très élevée, elle est comparativement plutôt assez soutenable. Il y a des vrais sujets, je pense effectivement au logement. Moi, c'est surtout la capacité qu'on a à être influencé en Europe, qui est quelque chose. Le président fait beaucoup d'efforts sur ce sujet, on le voit tous les jours, mais je pense qu'elle est assez entamée si en tout cas on revient 30 ans en arrière. Ça, c'est sûr. Et c'est plutôt ça qui m'inquiète. Alors, c'est le troisième sujet qu'on va aborder, en prenant le virage collectivement, j'allais dire, sur le poids de la France. Le poids de la France en Europe, où en effet... alors, il y a des séquences, j'allais dire, on est dans une forme de schizophrénie. C'est-à-dire, quand on écoutait hier Emmanuel Macron sur le nucléaire, on a le sentiment que là, il y a un moment où la France est un peu plus entendue, on va dire, au niveau européen. Mais quand même, évidemment, et là, je regarde Frédéric Farah, il y a l'épisode du Mercosur, il y a quelques jours, c'est-à-dire vraiment la mise en application provisoire, certes, du Mercosur, alors qu'il y a une opposition quand même très farouche depuis vu pareil, tout ça en plein salon de l'agriculture par ailleurs, donc c'est allons dans le symbolisme. Aujourd'hui, c'est pour aller dans le sens de Ronan, la voix de Paris est-elle diluée à Bruxelles, ou j'allais dire finalement, est-ce que le fait que la France ait vu ses notes souveraines dégradées fait que le poids de aussi de la France s'est dégradé au rythme de sa note souveraine finalement à Bruxelles? Je dirais qu'on peut le lier à ça. Mais si ma mémoire ne fait pas défaut, en 2016, il y avait un rapport du Sénat ou de l'Assemblée que j'ai lu, qui était très intéressant, qui s'inquiétait de la perte d'influence de la France en Europe. Déjà, 2016. Donc, 10 ans. Donc, et je me souviens, et les arguments qui étaient mis en avant par les sénateurs ou les députés, c'est de dire que les élargissements successifs de l'Union européenne avaient eu aussi un impact sur le rôle de la France en termes de poids de commissaire. On nous avait expliqué aussi que quand on regardait la littérature de la Commission, la part du français comme langue avait déjà reculé. Et quand on lisait ce rapport, il ne parlait pas encore de nos finances publiques, mais il montrait que la France investissait moins les institutions européennes. Et il y avait une inquiétude chez les sénateurs, etc. Et donc, c'était il y a donc 10 ans. Mais vraiment, c'était un rapport passionnant. Je me souviens, je l'avais lu, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Nous voilà donc 10 ans après les événements, et ce beau rapport, vraiment que on peut retrouver, je veux dire, assez facilement. En plus, tout ça est gratuit en PDF sur le site de l'Assemblée nationale, c'est génial. Donc, on peut y aller, on peut les lire tranquillement à la maison. Oui, alors, nos finances publiques ne vont pas bien. Alors, est-ce que effectivement, la France voit son influence se réduire. Mais j'aimerais, non pas pour faire cocorico et défendre la patrie, mais quand même, en termes budgétaires, pendant longtemps, il y avait un pays qui faisait un effort pour tous, en quelque sorte, et qui assumait à lui seul un peu la défense du continent, c'était nous, c'était la France.
Ça, il faut le dire. Parce que militairement, les autres, ils se mouillaient pas trop dans l'affaire. Le seul qui faisait un effort. Donc la France aurait dû dire, non pas pour négliger ses finances, qu'elle, pour essayer de sortir ça du pacte de stabilité, dire qu'elle, à une époque, apportait une contribution à la défense du continent, et donc ça lui coûtait plus cher en termes militaires, que les autres ne le faisaient. Alors maintenant, comme M. Trump a tapé du poing sur la table, il a dit si vous ne mettez pas à 2% du PIB, bon, ça ne va pas aller, nous, on n'a pas envie de vous soutenir, et autres. Mais la France a joué un rôle à ce niveau-là que les autres ne jouaient pas. Je tiens à le dire. N'empêche qu'effectivement, nos finances publiques ne vont pas bien, ça c'est sûr. Mais même, regardez, l'Italie fait des efforts. Mais d'accord, ses finances publiques vont un peu mieux, même si la dette italienne est supérieure à la nôtre. Mais la situation des Italiens, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire, le sud italien se vide de sa main-d'œuvre, il y a un hiver salarial en Italie qui est assez préoccupant, et la productivité n'est pas terrible non plus. Donc, oui, la France devrait retrouver une maîtrise de ses finances publiques, nous sommes d'accord. Mais comment on peut tout faire, c'est-à-dire maîtriser ses finances publiques, financer son état social et faire les investissements pour la transition énergétique? Alors, je ne sais pas comment on peut faire ça. Tout en même temps. Je partage, je suis d'accord avec ce point de vue, mais je pense que si le sujet revient sur le terrain économique aujourd'hui de l'influence de la France, c'est parce que, je le dis en essayant de peser un peu mes mots, la France a perdu son influence sur d'autres terrains de jeu qu'elle avait avant. Lesquels ? Si on prend la France de Charles de Gaulle, c'est la France du nucléaire, que ce soit sur l'énergie ou que ce soit sur la défense, c'est la France des grands projets, juste après, le TGV ou ce genre de choses. En fait, la France, je pense, a incarné en Europe c'était une grandeur, effectivement, pas par l'économie directement, j'entends, on va dire, mais par le côté souveraineté. Alors, souveraineté au sens noble du terme, pour le coup. Et je pense que les dernières décennies, et j'incrimine personne, de manière générale, on a perdu ça pour tout un tas de raisons. On se rappelle de tous les épisodes divers et variés en la matière. Peut-être cette grande croyance sur laquelle on était tous frères, on est tous s'aimés dans le monde et que effectivement la défense devenait moins importante. Peut-être le fait que la durabilité imposait d'arrêter effectivement le nucléaire en termes énergétiques. Tout un tas de sujets qui sont arrivés depuis, qui font que cette influence-là, elle s'est rétractée et que donc maintenant on les regarde quoi ? On regarde la France sous l'angle économique. Et pour le coup, sur ce terrain-là, d'un point de vue déficit en tout cas j'entends, on a peut-être moins de poids qu'on pourrait en avoir par rapport à d'autres. C'est aussi pour ça, l'Italie n'a pas, avec tout le respect contre les Italiens, n'a pas cette histoire de la France d'un point de vue souveraineté. Et je pense qu'aujourd'hui, et encore une fois, moi je le dis régulièrement, je pense que c'est ça qui manque. Il manque à la France sans doute des grands projets de cette nature. La déclaration du président hier est intéressante d'ailleurs. Sur le nucléaire. Elle porte quelque part une espèce, alors c'est sur le terrain militaire certes, mais c'est important. Elle porte une espèce de grandeur de la France qu'on veut voir revenir. La mise en scène d'ailleurs est assez intéressante, pas très loin de là où je vis, puisque moi je vis effectivement à la pointe de la Bretagne, donc on n'est pas très loin de cette base militaire avec ses sous-marins nucléaires, effectivement quand on les a vus on impose, qui incarne une forme de puissance très très forte. Et je pense que c'est ça, cette perte-là, tout doucement, qui nous fait nous ramener sur le terrain économique, et donc notre influence sur lui n'étant pas suffisante sur ce terrain-là, on n'arrive pas à imposer, quand je dis imposer, à imposer au sens négocier nos idées. Voilà. Donc je pense qu'il est important, je pense que tout le monde est conscient, de retrouver cette grandeur-là. Et cette grandeur-là, elle passe par des grands projets dans la défense, des grands projets dans l'énergie, des grands projets dans les infrastructures. Je pense que ce n'est pas l'argent qui manque. L'argent, on parlait de l'épargne tout à l'heure, l'épargne des Français, 2200 ou 2300 milliards d'assurance-vie. Il y a de quoi faire des beaux projets de transition qui soient à la fois porteurs pour l'économie, mais porteurs de sens pour la société. Et je pense que c'est ça qui nous fera retrouver notre grandeur en Europe et ne pas juste venir nous regarder sur le simple terrain des déficits budgétaires. Voilà. Dorothée, sur cette dilution ou pas du poids de la France en Europe. Je ne suis pas entièrement d'accord. Enfin, je pense qu'on adore en France se flageller et se focaliser sur les combats perdus. Je veux dire, c'est un sport national. Maintenant, je pense que... Oui, les finances publiques, le fait d'avoir des finances publiques dégradées ne nous aide pas en termes d'influence européenne. Il y a une notion de crédibilité quand même, on entend. Voilà. Maintenant, c'est un aspect. Et je pense que si on regarde les dernières années, moi je ne partage pas complètement le diagnostic parce que je pense que sur le plan de la vision stratégique, il y a quand même eu beaucoup de sujets où la France avait touché juste avant les autres. Et peut-être on se dit maintenant, oui, l'influence. Vous pensez à quoi par exemple ? Parce que l'Europe est devenue un peu plus française. Je m'explique. Si je prononce ce qui était en gros des gros mots à Bruxelles il y a, je vais dire 5 ans. Autonomie stratégique, défense indépendante, préférence européenne, énergie nucléaire, souveraineté énergétique, tout ça, c'était inaudible, c'était méchant, c'était protectionniste, c'était anti-concurrence. Voilà. On se rend compte quelques années plus tard que réfléchir à l'autonomie stratégique, vulnérabilité, c'était peut-être pas idiot. Avoir une défense qui n'est pas entièrement dans la main de l'allié américain, c'était peut-être pas idiot.
avoir une énergie décarbonée, souveraine et produite chez nous, bon, on en a parlé pendant toute la première partie de cette émission, c'était plutôt vu juste, etc., etc. Et aujourd'hui, le sujet de la préférence européenne, alors, est encore sujet de combat et de débat à Bruxelles infini, mais je pense que la Commission devrait sans doute sortir cette semaine son Industrial Accelerator Act avec une notion de préférence européenne. Ça a déjà été introduit sur l'automobile, ça a été introduit sur l'instrument commun de défense. Donc cette notion, elle fait aussi son chemin. Et là aussi, c'est des choses que la France a poussé pendant longtemps, parfois un peu seul, et qui finissent par devenir, sinon un consensus à Bruxelles, en tout cas du langage commun. Donc c'est là que moi je relativiserais quand même la notion de perte d'influence, parce que je pense que sur le plan des orientations stratégiques, y compris dans le domaine économique, plus que budgétaire, je suis d'accord, la France a plutôt vu juste sur... Je suis d'accord, mais je pense que l'erreur, entre guillemets, l'erreur, c'est un gros, c'est pas l'erreur, mais en tout cas, je pense que ce dont on s'aperçoit a posteriori, j'essaie de peser mes mots, c'est que s'il fallait le faire, il fallait peut-être le faire nous. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Europe, l'Europe n'est pas équipée aujourd'hui. La preuve, on n'arrive pas à converger, on n'arrive pas. Peut-être qu'à force maintenant de voir autour de nous se multiplier l'initiative des autres, on va effectivement, j'en serais très heureux, le premier heureux, comme on le dit tous les trois depuis tout à l'heure, à y arriver. Mais je pense que peut-être notre erreur, ça a été peut-être de prêcher dans le désert, entre guillemets, de ne pas y arriver, de ne pas, pour le coup, dire on va le faire nous-mêmes. On va continuer à investir effectivement sur le militaire, on va continuer à investir sur les transitions. Oui, mais pas la loi de programmation militaire, c'est 2017. D'accord, mais c'est maintenant que ça s'accélère. Objectivement, oui, ça s'accélère. On l'a fait quand l'Allemagne, pour ne pas la citer, se tournait des deux bras vers le gaz russe. Donc, je suis vers la Chine. Je suis plutôt positif, moi. Je vais plutôt voir les choses positivement. Mais si je regarde les choses objectivement, on l'a pas fait. Les transitions, de la manière, les transitions, on avait la possibilité de pousser bien plus loin sur les transitions qu'on l'a fait en France. On aurait pu aller bien plus loin, sans compter sur l'Europe, qui certes a fait des choses, mais pas à la hauteur des enjeux. Après, les enjeux sont bien plus importants. Le fait qu'on est dans une zone de libre-échange au sein de l'Union européenne et qu'il y a des choses, l'autonomie stratégique, honnêtement, la France n'est pas à la bonne échelle. Si on est le capitaine d'une équipe qui ne veut pas marquer des buts, peut-être qu'il faut une autre équipe sur laquelle on va marquer des buts et puis ensuite on rallie cette équipe-là en disant, vous voyez, on y arrive. C'est ça qu'il va falloir faire. On a fait les deux en parallèle. Après, on peut discuter de l'échelle et de l'ensemble. Je suis pas entièrement d'accord. Ouais. Où je vous rejoins en partie, c'est vrai que le sport national, c'est de se détester. Ça, c'est clair. La détestation nationale se porte. On a su qu'à travers le temps, il fallait en matière éducative être finlandais, en matière de marché du travail, il fallait être danois, en matière de formation professionnelle, il fallait être allemand, mais il fallait jamais être nous. Ça, on a bien compris qu'être français, c'était pas bien. Ce qui est étrange quand même de se détester. Il faudrait se poser la question, que fait le docteur Freud à ce sujet? Bon. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, vous soulignez quelque chose d'essentiel sur les retards européens. C'est-à-dire que le marché unique, malgré tout l'intérêt qu'il a représenté, n'a pas su être le levier d'une vraie politique industrielle européenne. Et ça, qui nous a fait prendre un retard considérable. Je repense, non sans effroi, et non pas que je veuille désigner des gens à la vindicte populaire, mais des commissaires européens qui nous ont fait perdre un temps fou et qui étaient des idéologues dans cette obsession concurrence haute. Je citerai par exemple Sir Léon Brittan. Qui se souvient de Sir Léon Brittan? Bon, alors là, pour avoir une politique industrielle au niveau européen, d'avoir choisi quelqu'un qui était imbibé de thatchérisme à ce point ne nous a jamais permis d'avoir la moindre politique industrielle. Ou un individu rappelé par l'actualité, M. Mandelson, qui lui aussi n'avait pas laissé en tant que commissaire vraiment des orientations très portées vers une préférence européenne. Bon, je tiens à le dire. Donc, je suis heureux de voir, et je suis d'accord avec vous, que la France réussit à porter ces idées-là, enfin, parce que c'est toute l'ambiguïté. Souvenez-vous des fusions qu'on a tenté de faire dans les années 90, Legrand, Schneider et autres, qui avaient été arrêtés par Mario Monti. Souvenez-nous comment on s'est nous-mêmes compliqué la vie. En fait, l'Union européenne, par un aveuglement dans les années 90, qui était celle de la libéralisation, a fabriqué des vulnérabilités économiques que nous percevons aujourd'hui pleinement, c'est-à-dire 30 ans après les avoir fait. Parce qu'on nous avait raconté, quand on allait faire un supermarché d'électricité, que l'énergie serait moins chère, on nous avait raconté que à la fin, les grandes libéralisations allaient nous apporter toute la croissance dont on avait besoin. Le bilan, il est mitigé. Donc aujourd'hui, que la France porte autre chose et soit un peu entendue, tant mieux. Et en cela, nous sommes d'accord. Il y a des non-dits dans vos raisonnements spontanés, parce que vous parlez de la vulnérabilité ou de la crédibilité de la France au plan budgétaire, mais il y a l'instabilité politique aussi, qui est pas quelque chose qui nous arrange. Quand un pays voit des gouvernements se succéder tous les X mois avec une assemblée qui est à peine gouvernable et une présidentielle
en gros 1 an. C'est sûr. Est-ce que ça fragilise pas, ça ne vulnérabilise pas la France aussi? Ça fragilise peut-être, mais il y a une grande qualité française qui fait que même si on a cette instabilité, nous avons une haute administration qui fonctionne bien. Et ça, c'est très important, parce que sans elle, oui, la boutique, elle partait de travail. Heureusement qu'il y a ces hommes et ces femmes qu'on ne voit pas forcément à la télévision, qui ne sont pas là sous les spots. Parfois. Mais Dorothée, c'est votre moment de gloire. Madame, on voit, vrai. Vous êtes directrice du Trésor, chef économiste du Trésor. Mais sinon, il y a plein d'hommes et de femmes qu'on ne rencontre pas au quotidien et qui, grâce à ces hommes et ces femmes, dans toutes ces administrations qui, avec un sens de l'État, font en sorte que les uns peuvent s'agiter à Matignon, peuvent s'agiter au Palais Bourbon, mais que la France tient. Et donc, soulignons une haute fonction publique et une administration de qualité et qui permet, en ces temps de tempête, eh bien, que le navire ne coule pas. Oui. À elle, mais notre reconnaissance. Avec tout le respect de l'administration dont on a éliminé pendant aujourd'hui, madame, un pays tient aussi. L'administration qui décide. Exactement, un pays tient aussi parce que normalement il a une politique. Il y a des hommes et des femmes politiques qui effectivement ont une vision des choses, une orientation un peu globale et qui leur permet de travailler sereinement derrière. On ne peut pas le dire effectivement aujourd'hui que ce soit exactement ce qu'on observe. Et moi je suis assez d'accord pour dire, tout le monde le dit, cette instabilité. Je sais plus, c'est Jean-Marc Daniel qui a dit, je crois, est-il un adulte dans la salle quand il parlait effectivement de l'Assemblée. Je pense qu'on observateur que nous sommes de ce qui se passe en tant que citoyens. On ne va pas se dire c'est quand même pas tant mieux sur l'administration de qualité, c'est vrai, mais c'est quand même pas réjouissant de voir comment fonctionne notre assemblée. Et pour revenir sur le sujet juste avant, et effectivement, pourvu qu'on ait une assemblée digne de ce nom, un pouvoir politique qui puisse tirer dans le même sens, moi je pense qu'effectivement on a 30 ans là, 30 ans peut-être de politique, on a cru plein de choses sur l'Europe où ça s'est pas forcément concrétisé. Et il y avait cette fameuse phrase qui était d'un président américain, et je ramène à l'Europe, qui était de dire n'attends pas de voir ce que l'Europe peut faire pour toi, mais vois ce que peut faire pour l'Europe, si je traduis ça en mode européen. Et je pense que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je crois que ce qu'on a peut-être raté, je ne parle pas de la politique française actuelle seulement, bien entendu, ça se décline sur plusieurs décennies, c'est peut-être l'idée de ce leadership qu'on aurait pu continuer à avoir si on n'était pas assez entendu au niveau européen pour entamer nous-mêmes encore plus des choses qui auraient fait que la France aurait été entendue, driver sans doute l'Europe un peu plus et peut-être convaincue. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on aurait largement convaincu en Europe parce qu'on aurait montré que ça marchait. C'est peut-être ça que je regrette un petit peu. Alors, c'est toujours facile à dire quand on est observateur, quand on n'est pas au cœur du sujet. Mais force est de constater qu'il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui en Europe qui ont eu du mal à avancer parce qu'on n'est pas un État fédéral et donc ça pose plein de problèmes. Et pendant ce temps-là, on a vu se réaffirmer la suprématie d'un certain nombre d'États. On va parler d'impérialisme parfois, d'ailleurs, quand on passe certains d'entre eux. Voilà un peu ce qui, moi, est mon regret aujourd'hui dans la configuration qui est la nôtre. Mais encore une fois, étant un éternel optimiste, je pense qu'on a sans doute tiré les leçons de tout ça et que maintenant, ça va aller de l'avant. Il y a un autre non-dit aussi, parce que ou pas ce recul de la voix de la France, peu importe, en tout cas cette interrogation qu'on a ce matin, c'est quand même, on sent de plus en plus de ratés dans le couple franco-allemand. Tout à l'heure, Ronan, vous parliez des eurobonds. La réaction la plus virulente a été très clairement du côté de l'Allemagne. Il y a le projet SCAF de l'avion de chasse qui est en train de partir gentiment de travers. Puis il y a cette remarque qui est très mal passée en février du ministère des Affaires étrangères allemand qui disait que la France ferait mieux de mieux gérer ses finances publiques pour plus investir dans la défense en faisant fi d'une vingtaine d'années, voire de décennies, en tout cas, d'investissement de la France, là où l'Allemagne n'avait aucun budget. Est-ce que ce découplement auquel on assiste gentiment, mais peut-être sûrement entre la France et l'Allemagne, c'est quelque chose qui vous inquiète? Déjà, est-ce que vous le constatez? Oui, enfin, pour moi, le dernier couple franco-allemand qui fonctionnait, c'était Mitterrand-Kohl. Après, c'est fini, c'est terminé. Je veux dire, Schröder, Chirac... voilà, Merkel, Sarkozy, bonjour la blague, enfin, je veux dire, le couple franco-allemand, la dernière fois qu'il était moteur, qu'il avait un sens, c'était Schmitt, Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Kohl, François Mitterrand, voilà, là, dans ces moments-là, le couple franco-allemand avait du sens et a donné des choses, a donné le système monétaire européen en 79, a donné le marché unique, a permis effectivement que se déroule la réunification allemande, etc. Tout ça, c'était de beaux moments. C'est fini. Depuis période Chirac-Schröder et un suivant. Mais est-ce que c'est juste une question d'homme ou c'est aussi une question de situation économique? C'est que je rappelle quand même très vite que à la fin des années 90, l'homme malade de l'Europe, c'était pas nous, c'était l'Allemagne. Et avec l'agenda Schröder, qu'est-ce qu'a fait Schröder? Il a fait, et profitant aussi de l'euro, il a fait largement une politique qui n'était pas très coopérative vis-à-vis de nous. Et donc l'Allemagne a souvent joué
même tout en faisant la leçon aux autres, le passager clandestin dans l'histoire. Elle s'est aussi détournée de l'Europe, naturellement, en disant qu'elle avait une stratégie soit d'aller vers la Chine, soit de bénéficier du gaz russe. Elle n'a pas toujours joué la partition européenne pleinement. Et comme l'avait dit le regretté journaliste qui est décédé, Jean Quatremer, pas Jean Quatremer, Jean-Michel Quatrepoint, pardonnez-moi, Jean Quatremer, pardonnez-moi de l'enterrer, il est vivant, etc. C'est Jean-Michel Quatrepoint qui avait dit si l'Allemagne avait perdu la guerre, elle a gagné la paix. Il disait Jean-Michel Quatrepoint, il disait ça. Je trouvais que la formule était assez heureuse. Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'avant que l'Allemagne fasse la leçon à la France, elle devrait réfléchir sur les propres stratégies qu'elle a menées et qui n'étaient pas toujours coopératives avec les autres Européens. Donc je pense que l'heure des leçons de la part de l'Allemagne n'est peut-être pas bienvenue. Sur cet découplement franco-allemand, il vous inquiète, Ronan, Dorothée vous le confirmez, vous le percevez? Historiquement, c'était une force de l'Europe. La construction européenne, comme le couple franco-allemand, qui effectivement, je suis assez d'accord, pas se dire c'est délité, mais en tout cas est devenu beaucoup moins fort qu'il y a quelques années. C'était une force. Donc effectivement, le voir un peu moins solidaire aujourd'hui, c'est pas forcément un super signal pour la poursuite de la construction européenne. Mais encore une fois, c'est aussi, si on voit le verre à moitié plein, c'est aussi peut-être une manière pour la France de prendre ce leadership dont on parlait depuis tout à l'heure et de dire, dans ce cas-là, proposons des choses, continuons à proposer, faisons-nous des choses qui vont peut-être servir l'Europe. Je trouve la déclaration d'ailleurs du président de la République hier est assez intéressante de ce point de vue-là, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il dit, la défense européenne, c'est aussi la puissance de la France nucléaire, et ça veut dire ne pas renoncer à sa souveraineté, mais pour autant être capable de défendre l'Europe. Je trouve ça intéressant. Donc il faut y voir aussi sans doute quelque chose de dommageable, mais on ne peut pas les forcer par définition. Encore une fois, l'Europe n'est pas un État fédéral. Il n'y a pas de chef, ni du président de la République, en tout cas j'espère, ni du président, ni du dirigeant allemand. Mais je crois que c'est aussi une voie pour la France pour prendre un peu plus de souveraineté. Du coup, on suivra aussi avec attention les déclarations du chancelier Merz, qui est en déplacement à la Maison-Blanche dans ce contexte-là.